À la une ce soir, la lutte contre le diabète. Les autorités sanitaires ont saisi l'occasion de cette journée mondiale pour animer une vaste campagne d'information sur cette pathologie qui handicape, tue et paralyse si elle n'est pas bien prise en charge. Témoignage d'espoir ce soir d'un homme qui gère son diabète. Harry Chalus sur deux fronts aujourd'hui. Il était à Gourbert pour écouter les doléances du maire Lucas Desmar. Il a profité de son déplacement dans cette commune et dans celle de Trois-Rivières pour réaffirmer sa volonté d'aider toutes les communes au-delà des étiquettes politiques. La ville des Abîmes a sorti le grand jeu pour présenter au sous-préfet de Pointe-à-Pitre ses principaux projets de rénovation. Éric Jalton espère pouvoir mobiliser l'État pour aider à financer le développement de sa commune. C'est assez rare pour être signalé. Une ministre de l'Ouganda était ce matin à l'école de la Deuxième Chance, une institution qui connaît une certaine réussite à l'intégration des jeunes. Elle séduit bien au-delà de nos frontières. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ce mardi 14 novembre marquait la journée mondiale du diabète. La Guadeloupe fait partie des régions de France les plus touchées par cette maladie. 9% des Guadeloupéens vivent avec cette pathologie qui peut avoir parfois des conséquences dramatiques. Toutefois, elle n'est pas toujours synonyme de fatalité. Certaines personnes arrivent même à mener une vie quasiment normale. C'est le cas de Rémi Coyot, diabétique depuis plusieurs années. Il a accepté de raconter sa vie avec le diabète à Linda Kayarsi. Je suis Koyo Rémi, j'ai 66 ans et je souffre du diabète. On m'a annoncé que j'étais diabétique. Bon, je l'ai pris un petit peu mal parce que bon, être diabétique, c'est bon, quelque chose de un peu particulier. Ce qui m'arrivait, c'est que j'allais souvent, j'urinais souvent, j'avais soif, donc je buvais régulièrement de l'eau et malheureusement du jus parce que je ne savais pas que j'étais diabétique. Au début, bon, je le supportais très bien. C'est vrai que j'étais un petit peu plus jeune. Bon, et c'est après, maintenant, on a senti un peu les effets de cette maladie. Aujourd'hui, particulièrement, le traitement a changé. Donc, je vais passer du comprimé à l'insuline. Et là, maintenant, on m'a expliqué un peu ce que c'était, comment m'alimenter, voilà. Et donc, depuis, je suis très bien ce traitement et l'alimentation. C'est-à-dire légumes, beaucoup de légumes, et puis moins de sucre, bien sûr, en jus, en tout ça. Au départ, je pensais que c'était une fatalité, hein, parce qu'on se prend un petit peu la tête en disant, bon, je ne vais pas pouvoir manger ceci, je vais pouvoir boire, je ne vais pas pouvoir faire la fête et tout ça. Mais en fait, bon, d'abord, il faut l'accepter et puis vivre avec, en fait. Hein. Bon, en fait, la vie continue, en fait. La vie continue et ce qu'il faut, il faut pas non plus se priver, en fait. Hein. C'est pas la mort. Et justement, pour que la vie pour que la vie continue, tous les services du centre universitaire de Pointe-à-Pitre étaient mobilisés aujourd'hui pour informer et sensibiliser la population. Une spécialiste est sur notre plateau ce soir. Christelle Adolphe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, mais vous avez aussi une spécialité en diabétologie. On vient de le voir dans ce reportage, ce monsieur qui vit très bien avec son diabète. En général, lorsqu'on pense au diabète, on pense au pire. On pense à l'amputation du pied. Comment les personnes diabétiques arrivent justement à prévenir ce genre de scénario catastrophe ? Alors je pense que le reportage a très bien montré, vous le dites, effectivement on peut vivre et on peut vivre très bien avec son diabète. Je pense que la chose la plus importante c'est de se faire dépister de façon très précoce
le plus tôt on prend en charge cette maladie, plus on a de chances d'éviter justement les complications qui peuvent être liées à la maladie. Donc déjà le dépistage, donc auprès du médecin traitant, une glycémie, une prise de sang tout simplement. Une fois que le diabète est dépisté, donc effectivement un certain nombre de mesures, comme vous l'avez montré dans le reportage, mettre en place des corrections au niveau alimentaire, peut-être plus de légumes, essayer d'avoir des prises, des repas réguliers. Pratiquer une activité physique régulière, ça c'est vraiment très important. Ça a montré vraiment une efficacité au niveau de l'équilibre du diabète. Et enfin, voilà, des médicaments éventuellement qui peuvent normaliser la glycémie et voilà, retarder, parce que c'est ça l'objectif. Comme ça, le recours à l'insuline. Des milliers de personnes ne sauraient pas qu'elles ont cette maladie, le diabète. Quels sont les signes avant-coureurs? Alors, c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le dépistage, parce que le diabète, il faut le savoir, est une maladie qui reste très longtemps silencieuse. Près de 10 ans, assez souvent, hein, c'est la moyenne, de phase qu'on appelle préclinique, c'est-à-dire avant que n'arrivent les symptômes. Le seul signe qui permet de dire qu'une personne est diabétique, c'est la glycémie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y aller de façon, j'allais dire, systématique, à partir de 45 ans, quand on a un excès de poids, quand on a des antécédents familiaux, quand on sait qu'on a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés, quand on a des antécédents pour les femmes de diabète gestationnel ou qu'on sait qu'on a eu un gros bébé, plus de 4 kilos. Tout ça, c'est des signes justement des facteurs de risque qui doivent sensibiliser et faire rechercher le diabète avant que n'arrivent les symptômes. Et quels sont justement ces symptômes? Si moi j'ai 30-35 ans et que je sens que je suis fatiguée et que j'ai toujours envie de consommer du sucre, est-ce que c'est un signe, ce sont des signes justement pour me montrer que peut-être que je souffre du diabète? Alors, c'est vrai que quand le diabète est déjà là, installé, on peut être alerté par des signes tels qu'effectivement une perte de poids anormale alors qu'on n'a pas spécialement essayé de faire de régime, une tendance à boire beaucoup et à uriner tout le temps, toute la journée, la nuit aussi. Et donc ça, c'est déjà le signe que le diabète est en train voilà, de prendre le dessus. C'est généralement associé à des glycémies très élevées. Et donc là, il est plus que temps, effectivement, de consulter. La Guadeloupe fait partie des régions, je l'ai dit tout à l'heure, des régions de France les plus touchées de France. 6%, à titre de comparaison, le nord de la France, 6% de la population est diabétique. La Guadeloupe, c'est 9%, la Réunion 10%, c'est juste énorme. Comment on explique cette prévalence chez nous? D'accord. Donc effectivement, une prévalence près de 2 fois supérieure à celle qu'on a au niveau de la moyenne métropolitaine. Donc la prévalence plus élevée chez nous, elle est due à plusieurs facteurs. Le premier facteur, je pense que c'est le facteur héréditaire. Le diabète, c'est une maladie à prédisposition génétique et donc on sait qu'effectivement les populations non caucasiennes, donc voilà, nous les Antillais, on a une prédisposition particulière à cette maladie. Le deuxième facteur, c'est un des facteurs de risque, j'allais dire, plus important du diabète de type 2, c'est l'obésité. On a malheureusement dans notre département une prévalence de l'obésité et du surpoids qui est également plus importante que ce qui existe en métropole. Donc ça peut expliquer effectivement la prévalence plus importante de diabète. À l'échelle du territoire national, on observe une augmentation de cas de diabète, plus de 20% en 10 ans. Est-ce que ces chiffres sont constants ici en Guadeloupe ou en augmentation également? Alors, ces chiffres sont en augmentation, effectivement. On a toujours une tendance à l'augmentation, tout simplement parce que cette grande problématique de santé qu'est l'obésité continue effectivement d'évoluer. Tant qu'il y aura de l'obésité, il y aura effectivement du diabète. Et ce qui se trouve arrivé en ce moment, actuellement, c'est que on découvre de plus en plus tôt des diabètes de type 2 qu'on considérait avant comme le diabète de l'âge mûr. Et finalement, à cause de l'obésité qui est là depuis voilà, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, voilà, on se retrouve à traiter des jeunes adolescents, la vingtaine, donc déjà diabétiques de type 2. Que faire pour éviter justement ces diabètes précoces?
Alors, c'est d'abord sensibiliser à l'obésité et donc pour pouvoir lutter contre ces problématiques, lutter contre la sédentarité, c'est vraiment un des messages forts qu'il faut pouvoir faire passer. De l'activité physique de façon régulière. Et de manger équilibré. Voilà, essayer d'équilibrer son alimentation et puis se faire dépister, se faire dépister, se faire dépister. Merci docteur Adolphe d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. L'autre titre de l'actualité de ce mardi, c'est la visite du président Henri Chalus à Gourbert et à Trois-Rivières. La collectivité a accepté de cofinancer à hauteur de 2,4 millions d'euros plusieurs projets de la ville de Gourbert. Nathalie Dinan et Moïse Dexter nous livrent le détail. On regarde. 2 mois après le passage du cyclone Maria, la commune de Gourbert en porte encore les stigmates. La visite du président de région, Henri Chalus, arrive à point nommé. Le maire Lucas Desmar a sélectionné quelques projets autour de 5 priorités. Le développement économique, la revitalisation du centre-bourg, la mise aux normes parasismiques et la rénovation des infrastructures. Aujourd'hui, pour dynamiser le Sud-Bassien, il faut des projets qui ont un développement réellement économique. On a de l'écotourisme, plus de 256 hectares de forêt, l'agroforesterie, la biodiversité qu'on doit mettre en œuvre, les balades, c'est un lieu d'événementiel, additionner la route de Moscou, donc plus l'habitation jésuite. Et pour répondre aux exigences de la population, c'est bien sûr, c'est l'équipement public du cimetière, c'est l'école Raymond Augustin. Nous sommes dans le cadre du panséisme. On a déjà réalisé une école il y a quelques années. Maintenant, il s'agit de poursuivre ce panséisme pour donner toutes les garanties, c'est vrai, des conditions de travail aux enfants, mais aussi des garanties de sécurité. Au cours de cette année, on a réalisé le plateau multisport qui est juste à côté pour favoriser le développement de sport de masse. Là où nous sommes, c'est une compétition. Alors, c'est quoi aussi, c'est du sport de rue. Il faut qu'on puisse donner de l'attractivité à la jeunesse. Donc il fallait impérativement, au moment où nous sommes sinistrés avec Maria, que ce dossier-là aussi soit pris en compte par rapport au projet ancien. On a vu qu'il y avait 1,3 million, 1,30 million, et le président a déjà octroyé 880 000 euros pour l'année 2018. C'est important pour ces dossiers déjà engagés. Mais pour les dossiers à venir, ça fait 2,3 millions. Henri Chalus en est à sa 18e ville ou commune visitée. Le président tient à apporter son soutien logistique et financier pour le bien-être de tous les Guadeloupéens. Un bien-être qui passe par l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. Quand vous allez dans une commune, vous trouvez des dossiers qui sont déjà prêts, financés, presque bouclés, qui manquent la part de la région et du FEDER. Ça nous conforte dans notre travail, dans notre mission d'accompagner tout de suite la commune. J'ai découvert une école dangereuse pour les enfants. J'ai même dit au maire qu'il prend un risque de rester là-dessus. Il m'a expliqué que c'est l'État qui prenait du temps, donc je verrai le préfet pour cela. Nous avons visité encore le stade qui mérite vraiment d'être accompagné, d'être aidé, parce que je crois que c'est l'un des terrains, les meilleurs terrains de la Guadeloupe, vu l'emplacement, le hall des sports qui a été touché par le cyclone. Nous avons été visiter des routes qui ont été démontées. Donc la région accompagnera la ville de Gourbert sur ces dossiers, comme nous le faisons dans toutes les communes de Guadeloupe. Henri Chalus a prévu la fin de son tour des communes en juin 2018. Il contrôlera ensuite l'avancée des travaux, la concrétisation des projets financés par la collectivité. Nous accompagnons la population. Tout ce que nous ferons, nous le faisons pour les populations de la Guadeloupe, pour la population guadeloupéenne, pour les administrés de la Guadeloupe. Je ne fais pas de politique politicienne, je ne sanctionne aucune commune. Et le président de région était aussi très attendu cet après-midi à Trois-Rivières. Le maire avait aussi préparé ses dossiers pour lesquels il désirait être accompagné par la collectivité régionale. Je vous propose d'ailleurs d'écouter sa réaction recueillie par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. La collectivité régionale aujourd'hui agit de manière positive au sein du développement de la Guadeloupe. Et donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est une collectivité majeure qui dispose de moyens financiers et elle vient au secours des communes puisque les budgets quelquefois des communes ne suffisent pas à pouvoir porter ce genre de projet d'investissement. Notre priorité c'est la fin des travaux s'agissant du stade municipal qui a débuté déjà depuis quelques années. Donc c'est un espace très attendu par les sportifs de Guadeloupe parce que plusieurs manifestations pourront s'y produire, notamment de foot ou d'athlétisme. Et bien entendu, c'est un outil qui permettra aussi à la population de pouvoir s'adonner à sa pratique, c'est-à-dire effectuer sa marche du matin dans des conditions sécurisées. Nous avons la rénovation de notre école primaire qui est amorcée déjà depuis quelques temps, du moins les dossiers, et donc nous souhaitons concrétiser
favoriser aussi cette finalisation de manière à ce que nous puissions doter les jeunes d'un espace agréable pour pouvoir apprendre, étudier et préparer pour nous demain l'avenir. Voilà. Et plus tôt dans la matinée, c'était la ville des Abîmes qui accueillait le sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Il était question de lui présenter les principaux chantiers en cours sur le territoire de la commune dans la perspective d'un financement de l'État. Yvan Lemar était sur place. L'objectif de cette visite guidée était de montrer l'évolution des chantiers de l'acte 1 de la rénovation urbaine des Abîmes avant la présentation de l'acte 2 de ce programme à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Nous allons entrer dans une nouvelle phase avec le nouveau programme de rénovation urbaine, avec une réunion extrêmement importante qui va se dérouler à l'ANRU le 21 décembre prochain. Et l'objet de ce déplacement aujourd'hui, qui est tourné sur la rénovation urbaine, c'est de voir l'avancement de l'actuel programme de rénovation urbaine qui lui doit s'achever avant 2022. Donc on voit combien tous ces chantiers avancent. Ça prouve que la commune des Abîmes est en capacité de mener les opérations à terme dans les calendriers qui sont prévus. Et quand on se retrouvera à Paris pour le projet qui cette fois-ci sera présenté par Cap Excellence, ça sera des acquis et ça permettra de démontrer que ici, dans la communauté d'agglomération, il y a des compétences pour mener à terme le nouveau projet de rénovation urbaine. Cet acte 2 de la rénovation urbaine sera mené par l'agglomération Cap Excellence qui sera la première agglomération d'outre-mer à contractualiser un tel programme avec l'ANRU. Nous allons présenter un dossier pour les Abîmes, pour Pointe-à-Pitre et pour Bémao auprès du comité d'engagement et de sorte de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et nous allons en fin d'année pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient éligibles. Et nous l'espérons, nous sommes très sûrs de nous, mais nous sommes rassurés. Nous avons un bon dossier, nous avons un État, un représentant d'État qui est engagé à nos côtés et le dossier bien suivi, fait par des ingénieurs de qualité guadeloupéens, des architectes de renom, etc. Et nous allons le présenter à ce comité d'engagement fort pour pouvoir attaquer le nouvel acte 2 de la rénovation urbaine et qui va aussi être pourvoyeur d'emploi mais de bien-être pour la population. Pour cette deuxième phase, l'objectif de la ville des Abîmes est de rénover le cœur d'agglomération, c'est-à-dire Vieux-Bourg, Les Lauriers, l'assainissement, Morne-Fleuret, Charnoz, Tony, Capoue et Morne-Verguin. Le projet devrait être validé d'ici janvier 2018. Et le Crédit Agricole de Guadeloupe et la Seine-Saint-Marc ont signé un partenariat ce matin pour permettre aux clients désireux d'acquérir un bien immobilier de la Seine-Saint-Marc d'obtenir un financement à des conditions avantageuses. L'accord a eu lieu ce matin au siège du Crédit Agricole à Petit-Pérou aux Abîmes. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Devenir propriétaire grâce à son bailleur social, un rêve pour certains, devenu réalité avec la signature de ce partenariat entre le Crédit Agricole et la Seine-Saint-Marc. Et qui est effectivement la concrétisation de deux acteurs majeurs pour favoriser l'accès aux prêts immobiliers de ses clients, puisque les clients de la Seine-Saint-Marc sollicitent des prêts immobiliers pour acheter un bien. Et peuvent passer par le Crédit Agricole ou par une autre banque. Mais le Crédit Agricole a répondu très favorablement à ce projet de partenariat. Pour l'organisme bancaire, ce partenariat est aussi l'occasion d'élargir sa clientèle, tout en favorisant les accessions à la propriété à un plus large public. Donc il est complètement naturel pour nous d'avoir des partenariats avec les intervenants majeurs sur le territoire en matière de logement, comme l'est la Seine-Saint-Marc, ce qui permet à ses clients et ses salariés de bénéficier de conditions préférentielles en matière de financement de l'habitat. Donc le client qui vient en achetant un bien de la Seine-Saint-Marc, nous engageons un délai de réponse de 72 heures sur la réponse à son crédit. Et puis effectivement des conditions préférentielles d'accès, et notamment en matière de taux et en matière de réduction en matière d'assurance par exemple. Chaque année, la Seine-Saint-Marc produit environ 100 logements en promotion immobilière. Cette accession à la propriété est ouverte à tous les locataires de l'organisme, soit pour une résidence principale avec défiscalisation, soit pour un investissement locatif nécessitant un prêt immobilier. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, visite de la ministre de l'Ouganda à l'école de la deuxième chance. Et puis, quelle politique mener pour préserver les milieux naturels? L'Observatoire recherche interdisciplinaire sur les interactions planche sur la question. Et ce matin, le président de l'école régionale de la deuxième chance, Jean-Philippe Courtois, recevait la ministre de l'Ouganda en déplacement chez nous. Elle a pour objectif de développer les liens économiques et culturels entre les deux régions. Reportage Linda Gayarzi.
L'école de la deuxième chance, une fenêtre d'espoir, aussi bien pour les jeunes Guadeloupéens que les jeunes Ougandais. Je suis très impressionnée par ce qui est fait ici. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de savoir que ces jeunes sont volontaires d'obtenir une seconde chance. Objectif de cette visite, détenir les secrets d'une structure victime de son succès. L'objectif des 800 jeunes accueillis a été dépassé puisque l'objectif nouvellement posé est de 1000 pour la fin de l'année. Nous avons déjà donc près de 46% de jeunes qui sont aujourd'hui donc vers et dans l'emploi, donc soit en formation, soit à minima un contrat à durée déterminée. 21% pour eux donc sont sûrs d'avoir un emploi donc à la sortie de l'école de la deuxième chance. Après Haïti, c'est au tour de l'Ouganda de bâtir son modèle d'insertion sociale et professionnelle sur ses terres, à l'image de l'école de la deuxième chance. Nous aimerions établir un partenariat entre l'Ouganda et l'école de la deuxième chance en mettant en place un programme d'échange avec des élèves de l'Ouganda. Ça serait une première pour nos étudiants de découvrir les différentes activités, mais aussi la culture de la population. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des coopératives de l'Ouganda pense aller encore plus loin, notamment sur le plan économique, entre son pays et la Guadeloupe. Et une question économique et à la fois environnementale. Il existe un outil qui s'attache à l'étude des socio-écosystèmes, c'est-à-dire dans les milieux fortement impactés par les populations humaines. Cet outil, appelé l'Observatoire Homme-Milieu-Port-Caraïbes, s'est réuni pour la première fois ce matin à l'Université des Antilles. Il a pour objectif de réunir chercheurs et acteurs du territoire pour construire les orientations scientifiques en accord avec les préoccupations institutionnelles, économiques, environnementales et sociétales dans un contexte de développement durable en milieu insulaire. Des objectifs expliqués aujourd'hui à Yvan Lemar par le directeur justement de cet observatoire qui est également chercheur au CNRS. On écoute Pascal Jean Lopez. Ce matin, c'était une première réunion du comité d'orientation stratégique de l'Observatoire au milieu pour essayer de mettre en place des orientations de recherche avec les partenaires institutionnels ou de la société civile. On a eu un nombre de partenaires importants qui ont pu assister à cette réunion et donc on a pu discuter des orientations et des adéquations entre des possibilités de recherche et des interrogations de la société civile et de l'État sur les développements du socio-écosystème posé autour de la question portuaire. L'une des demandes qui a été clairement identifiée ce matin, c'est des demandes autour de l'analyse de la biodiversité et du suivi de l'évolution de cette biodiversité dans ce contexte d'évolution portuaire avec des notions fortes et importantes, notamment au travers de l'eau, du suivi de l'évolution de l'eau, éventuellement du suivi de l'évolution des sédiments, d'études de la modification de l'écosystème aquatique lié à cette évolution portuaire. Alors la mise en place de ces études nous aide d'avoir ces informations pour nous guider dans notre choix et notre sélection des appels à projets et des projets qui seront sélectionnés. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui intéresse notamment la région ou l'Agence française de la biodiversité pour développer des recherches en adéquation avec les objectifs de l'OHM, mais aussi les objectifs de ces agences. Et afin de faciliter l'adaptation des enfants à l'école maternelle, des expériences ont été développées, notamment dans certains quartiers défavorisés, autour de classes dites passerelles, dont la vocation est de créer des conditions justement pour permettre une première socialisation de l'enfant. Illustration dans une crèche de Cayenne avec Gaël Oassim. On regarde son reportage. Envoyer son enfant de 2 ans en classe est désormais possible en Guyane. La crèche de Noah du quartier Montlucas à Cayenne a inauguré ce matin son école Timoun. En partenariat avec l'Éducation nationale, la mairie de Cayenne et la CTG, cette classe prématernelle a pour but de lutter contre les inégalités scolaires et l'exclusion. L'école des Timoun m'est arrivée puisque l'année dernière, on a fait, ça fait déjà 2 ans qu'on fait l'immersion des enfants à l'école maternelle, à raison de 2 fois par mois, de janvier au mois de juin. Et je me suis dit, pourquoi pas faire l'école maternelle, venir à la crèche. C'est de pouvoir justement faire les enfants découvrir des choses en plus, en tout cas, tout ce qui concerne l'éducation nationale, l'école, des choses que nous n'avons pas, mais que nous les apportons aussi. Et du coup, les enfants, vu que c'est un grand groupe de grands, donc ils ont école à raison de 2 jours par semaine. On favorise leur éveil, on les amène déjà à se socialiser avec les autres.
et on leur apporte un plus au niveau de la scolarisation pour la rentrée prochaine. Ouvert depuis le 6 novembre dernier, cette structure accompagne une quinzaine de jeunes enfants avant la maternelle. L'objectif que nous poursuivons est clair. C'est deux objectifs particuliers et principaux. C'est pouvoir enrichir notre projet pédagogique. Les enfants que nous accueillons, notre volonté est de les accompagner à grandir, de les accompagner sur le chemin de l'éveil. Et la prochaine étape pour eux, c'est l'école maternelle. Donc on entend les préparer au mieux à cette nouvelle étape de leur vie. Et puis le deuxième objectif, c'est s'ouvrir sur notre quartier, qui est le quartier de Montluca. Offrir aux enfants de Montluca qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place en structure d'accueil ou une place à l'école, une première expérience de vie en collectivité. Une nouveauté saluée par les parents et les élus. Eh bien écoutez, je crois qu'il faut saluer l'initiative de la crèche Noah et de la direction d'avoir ouvert cette classe pour les Timounes parce que la crèche, le fait d'être en crèche, c'est vraiment le début de la socialisation et le début de l'apprentissage des règles. Et dans un pays où on a 6000 naissances par an, il est clair que le secteur de la petite enfance est un secteur important. Donc bravo à la crèche Noah d'avoir créé cette classe passerelle qui permettra aux enfants d'entrer à l'école de façon plus facile parce qu'ils auront déjà intériorisé un certain nombre de règles. Et puis la crèche de Noah également accueille des enfants qui n'ont malheureusement pas pu trouver de place dans les écoles parce que vous savez qu'on a un déficit d'écoles maternelles en Guyane. Donc c'est une très bonne initiative, c'est un geste militant et j'espère vraiment que d'autres associations lui emboîteront le pas. Véritable innovation de l'accueil des moins de 3 ans dans l'Académie de Guyane, cette initiative est la première du genre. S'occuper des enfants, mais aussi du confort des plus âgés. Dans le cadre des commémorations des 35 ans et sur les 35 ans et les 40 ans de la loi sur l'architecture, le CAUE de la Guadeloupe organisé aujourd'hui avec l'ADEME et le CNFPT, un séminaire dédié aux réponses urbaines durables au vieillissement de la population guadeloupéenne. Anne-Elisabeth Artsen était sur place pour prendre des notes. On regarde son reportage. Les acteurs du réseau d'urbanisme durable étaient réunis autour d'une problématique majeure, le vieillissement de la population. Au programme de ce séminaire, apporter des réponses urbaines, avec notamment des exemples d'urbanisation adaptés à l'évolution de notre société. Alors, lorsqu'on parle de vieillissement de la population et lorsqu'on parle d'urbanisme, de solutions urbaines, on est tenté de répondre de deux façons, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire la question inclusive, l'approche inclusive, c'est-à-dire se dire, c'est pas tant seulement la question du vieillissement qu'il faut traiter, mais c'est quelque chose de transversal. Donc il faut l'intégrer à un processus global et il y a la question d'adaptation même, c'est-à-dire que ce soit l'exploitation, donc on parle de gentrification comme ce qui se passe au niveau de la Floride, ou alors d'adaptation, c'est-à-dire au niveau de la programmation urbaine, comment en fait on s'adapte avec cette question du vieillissement. Donc c'est pour ça qu'on aura pléthore d'intervenants qui vont traiter autant d'approches inclusives que d'approches en termes de capitalisation ou d'adaptation. C'est un processus long. C'est vrai que nous avons été une société avec de la ségrégation, très peu consciente des besoins et le fait d'inclure tout le monde. C'est vrai que ça a pris du temps de prendre cette conscience et cette violence que nous avons connue à la fin des années 80, au début des années 90. Donc c'est vrai que nous avions des taux de violence et d'assassinat qui ne pouvaient même pas se comparer à d'autres villes dans le monde. Et donc ceci a été comme un électrochoc. La société s'est rendue compte qu'il fallait construire une espèce de consensus pour pouvoir surmonter cette crise. Et ceci a été, à mon avis, le moteur du changement, la nécessité. Donc la nécessité a créé l'opportunité. L'ADEME accompagne le réseau d'urbanisme durable depuis 2013 en prenant notamment en compte les facteurs environnementaux afin de favoriser le développement durable tout en respectant la vie de la population. En fait, on sensibilise les collectivités, les urbanistes, les architectes à cette évolution pour réfléchir ensemble. On a lancé cette année, encore une fois, un appel à projet sur l'urbanisme durable pour encourager les collectivités à réfléchir avec leur population sur différentes évolutions, sur leurs projets urbains. Ça peut être leur plan local d'urbanisme, ça peut être une zone d'activité. Et l'idée, c'est de promouvoir en fait une approche transversale, multidimensionnelle, multipartenariale de l'aménagement. Si en 2013, la Guadeloupe comptait 54 seniors pour 100 jeunes, d'ici 2030, on comptera 134 seniors pour 100 jeunes, faisant de notre département le plus âgé de France. Au-delà de la problématique de l'habitat, ce séminaire avait également pour objectif d'anticiper cette évolution de la population guadeloupéenne en proposant des approches relevant de l'urbanisme durable.
Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier. Les découpures sont prévues demain à partir de 18h. Le retour à la normale se fera dès 6h du matin le jeudi. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes, dans les allées 24 et 25 de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 14 novembre. On l'a vu aujourd'hui, cette journée mondiale de lutte contre le diabète. Les autorités sanitaires ont saisi l'occasion de cette journée pour animer une vaste campagne d'information sur cette pathologie qui handicape, tue et paralyse si elle n'est pas bien prise en charge. À Richalus, c'était sur deux fronts aujourd'hui, à Gourbert, pour écouter les doléances du maire Lucas Desmar. Il en a profité pour aussi se rendre à Trois-Rivières afin de réaffirmer sa volonté d'aider toutes les communes au-delà des étiquettes politiques. Et la ville des Abîmes a sorti le grand jeu pour présenter au sous-préfet de Pointe-à-Pitre ses principaux projets dans le cadre de la rénovation urbaine. Éric Jalton espère ainsi pouvoir mobiliser l'État pour aider à financer le développement de sa commune avec la deuxième phase de ce programme. Et puis c'est assez rare pour être signalé, une ministre de l'Ouganda était ce matin à l'école de la deuxième chance. Cette institution qui connaît une certaine réussite à l'intégration des jeunes séduit, on l'a vu, bien au-delà de nos frontières. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.